Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci à la Fondation de l'Avenir pour l'invitation à présenter ces travaux. Donc, je vais donner quelques mots de contexte parce que la transition n'est pas complètement évidente avec les présentations précédentes. Donc moi, mon activité de recherche, elle porte sur la sclérose en plaques, qui est une maladie neurologique, on dit de l'adulte jeune, parce que c'est une maladie qui commence le plus souvent autour de 30-35 ans. Et c'est une vraie maladie chronique au sens littéral du terme, puisque les gens vont vivre avec leur maladie pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que c'est une maladie qu'on considère comme peu létale, qui n'entraîne pas de risque de décès important. Il y a à peu près 140 000 personnes qui vivent avec la sclérose en plaques actuellement en France, et ça touche principalement les femmes. Il y a à peu près 3/4 des cas qui sont des femmes. À côté de ça, vous connaissez tous, je vais faire vraiment vite le contexte sur le cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent dans notre pays, dans plein de pays du monde. On estime qu'il y a à peu près 60 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année en France. Et ça a déjà été un petit peu mentionné dans la matinée. Il y a un programme de dépistage organisé qui existe pour le cancer du sein, puisque toutes les femmes qui ont entre 50 et 74 ans sont invitées tous les 2 ans à faire une mammographie. On reçoit un courrier de la sécurité sociale qui invite à faire cet examen. Le principe du dépistage, c'est de la prévention secondaire, c'est de faire un examen à des personnes qui sont asymptomatiques, mais pour lesquelles on estime qu'il y a un risque et donc un intérêt à dépister. En France, Octobre Rose n'est pas très loin, donc on en a beaucoup entendu parler. Les résultats sont mitigés, on pourrait dire, en termes de participation. On considère que c'est à peu près 1 femme sur 2 qui fait le dépistage par mammographie. Et donc, on essaye, on voit beaucoup de choses, notamment Octobre Rose, mais pas seulement. C'est les travaux de l'Institut du cancer, de la Ligue, pour essayer de promouvoir et de bien expliquer les bénéfices attendus pour le dépistage. Et pourquoi nous, on a essayé de croiser ces 2 pathologies ? C'est parce qu'en fait, dans la littérature, on sait que les personnes, et donc en l'occurrence ici les femmes, qui ont un état de santé défavorable, et en particulier quand il y a une autre maladie chronique ou un handicap, qu'il soit physique ou cognitif, ça risque d'entraîner une moins bonne participation au dépistage. En fait, il y a des travaux, notamment issus des sciences sociales, qui montrent que quand on a une maladie, on prend moins bien soin de sa santé en général, aussi bien la personne, son entourage, mais souvent aussi les professionnels de santé focalisent beaucoup sur la maladie. Et donc, c'était un petit peu ça notre hypothèse, ou en tout cas, on se disait ça valait le coup de se poser la question. Donc, l'étude qu'on a menée avait 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de mesurer le niveau de participation des femmes qui ont une sclérose en plaques au dépistage du cancer du sein, en le comparant à celui de la population générale. Et puis, notre deuxième objectif, c'était pas seulement de mesurer, mais c'était aussi d'essayer d'aller plus loin dans les explications, et en particulier d'essayer de comprendre ou d'identifier ce qui était soit des obstacles, soit des facilitateurs pour les femmes pour adhérer à ce programme de dépistage du cancer du sein. Donc c'est un projet que j'ai mené dans le cadre de la chaire Inspire. Inspire, c'est pour inégalité dans la sclérose en plaques, les identifier pour y remédier. C'est un programme de recherche qui est coporté par l'École des hautes études en santé publique à Rennes et la Fondation Enmus, qui est une fondation dédiée à la sclérose en plaques. Et c'est un programme de recherche interdisciplinaire, co-construit, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de travailler avec des patients partenaires et des aidants pour nous accompagner sur tous les projets de recherche. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, on a soumis un projet à la Fondation de l'Avenir, et c'est finalement une des fondations abritées, en l'occurrence la Fondation Manmut Podbento, qui nous a accordé un financement pour mener à bien ce projet. Alors, juste quelques éléments de méthode, mais rapides. Pour la partie quantitative, donc pour mesurer le taux de participation, on a utilisé les données de l'assurance maladie. Ça a déjà été mentionné tout à l'heure, le système national des données de santé. Globalement, il faut vous dire qu'à chaque fois que vous utilisez votre carte vitale ou que vous avez une feuille de soins papier, ça correspond à une ligne dans le système national des données de santé, évidemment complètement anonymisé. Mais en revanche, il y a un numéro et on peut en fait suivre le parcours de soins de tous les individus. Et donc, en particulier, nous, on a pu repérer les personnes qui ont une sclérose en plaques.
On a les données sur toute la France et en plus, nous, on a choisi d'avoir une perspective un peu historique ou longitudinale et on a regardé les données de 2012 à 2020. On voulait avoir un groupe contrôle parce que, sinon on aurait pu décrire la population sclérose en plaques, mais c'est plus pertinent si on peut la comparer à un groupe témoin en fait. Donc pour chaque femme, donc vous voyez, on avait 47 000 femmes qui avaient une sclérose en plaques. Et en fait, à chaque fois qu'on avait une femme, on lui attribuait plusieurs témoins. Donc si on avait une femme de 53 ans qui vit dans le département du Nord et qui est au régime général, on prenait 3 femmes aussi dans le département du Nord, sans sclérose en plaques, et aussi au régime général. Et dans notre étude, on a regardé les mammographies de dépistage organisé, donc celles pour lesquelles on reçoit l'invitation de la sécurité sociale, mais aussi les mammographies de dépistage individuel, parce qu'en fait, nous, dans notre hypothèse, ce qu'on veut, c'est regarder en fait, le suivi et la capacité à détecter un cancer chez une femme qui a une sclérose en plaques, que ce soit dans le cas du dépistage organisé ou individuel, ça n'avait pas d'importance. Et puis, le volet qualitatif, c'était quoi ? On s'est dit qu'on allait interroger des femmes qui ont une sclérose en plaques, éligibles au programme de dépistage, via des entretiens semi-directifs, donc 20 femmes volontaires, avec des profils variés en termes d'âge, de localisation géographique, mais aussi avec une durée de sclérose en plaques plus ou moins longue, un niveau de handicap plus ou moins important, et surtout des types de symptômes aussi variés. Alors, les résultats. Donc, globalement, nous, ce qu'on a observé, c'est que notre population sclérose en plaques avait un taux de recours à la mammographie de 55%. Mais quand on regardait le groupe contrôle, donc qui ressemblait le plus possible à notre population CEP sans la sclérose en plaques, c'était 63%, ce qui est une différence pas négligeable, quand même, 8 points de pourcentage. Et surtout, ce qu'on a observé, je ne vais pas rentrer dans le détail des graphiques, mais le premier, il est en fonction de l'âge. Donc ça va de 50 à 75 ans, c'est qu'en fait, chez les femmes de 50 à 54 ans, les femmes qui ont une sclérose en plaques se comportent à peu près comme les femmes du groupe contrôle. En revanche, plus le temps passe et plus l'âge augmente, plus la différence se creuse, et avec des différences très importantes, puisque vous voyez, chez les femmes de 70 à 74 ans, il y a 59% de dépistage dans la population générale et seulement 37% dans le groupe sclérose en plaques. Et ça, pour nous, c'est vraiment des résultats qui sont très important, déjà parce que c'est la première fois qu'on le montrait dans le monde, mais aussi en France. Et surtout, c'est possiblement une perte de chance pour les femmes, parce que si elles ne se font pas dépister, possiblement elles auront un diagnostic de cancer plus tardif, et donc un moins bon pronostic, une moins bonne chance d'être traitées, de répondre au traitement. Et en fonction de la période, des années, il n'y avait pas beaucoup d'évolution. Et donc si on s'intéresse maintenant aux entretiens, donc là, c'était vraiment très utile de pouvoir avoir des femmes qui nous racontaient leur expérience et leur rapport à la santé et au dépistage. On n'avait pas sélectionné en fonction de si elles faisaient un dépistage ou pas, et donc on voulait avoir des femmes qui se dépistaient et d'autres qui ne se dépistaient pas. Et ce qui a vraiment été remonté, c'est parmi les barrières identifiées, un sentiment, on appelait ça de surmédicalisation. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de femmes qui nous disaient « je n'en peux plus des médecins et des examens, je vais déjà voir mon neurologue, mon médecin généraliste, des fois le rééducateur, je vais à l'hôpital, j'ai un traitement, je fais des prises de sang, blablabla. » Et en disant, imaginez faire encore un examen de plus, j'ai pas envie. Et ça montre qu'en fait, il faut réussir à expliquer l'intérêt de faire le dépistage et que chaque femme, après, puisse décider pour elle-même. L'idée de notre projet, c'est absolument pas d'être... de rendre le dépistage obligatoire. En fait, ce qu'on veut, c'est que chacune des femmes ait suffisamment d'informations pour choisir pour elle-même, et surtout qu'elle puisse ensuite appliquer son propre choix. Et c'est en ça que la deuxième barrière était vraiment intéressante aussi pour nous. C'était un problème d'accessibilité physique à la mammographie, c'est-à-dire vraiment à l'examen. Et notamment, là, c'est des femmes qui ont des troubles moteurs, un handicap moteur, en fauteuil roulant, mais pas forcément le fauteuil roulant, et qui disait, mais en fait, moi, je voudrais pouvoir faire l'examen, mais tout simplement, je ne peux pas, parce que je ne peux pas rester 15 minutes debout à faire l'examen par mammographie. Ou pour certaines, elles nous disaient, je peux le faire, mais par contre, il faut qu'il y ait 2 personnes pour me tenir, l'examen va durer 30 minutes au lieu de 15 minutes, etc. Donc ça, c'est vraiment important pour nous d'identifier ces barrières, parce que ce qu'on veut, c'est, encore une fois, que si la femme a choisi de se faire dépister, qu'elle ne soit pas face à ce type d'obstacle qui l'empêche de réaliser son choix.
Parmi les facilitateurs qu'on a identifiés, il y avait notamment l'implication des médecins et en premier lieu du gynécologue ou du médecin généraliste. Et on a vraiment senti que pour beaucoup de femmes, elles nous disaient qu'elles avaient entendu parler de la mammographie déjà même avant l'âge de 50 ans et que ça devenait en fait un examen de routine comme aller chez son médecin ou faire des vaccins ou quoi que ce soit d'autre. Et puis, on voyait aussi qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui nous disaient il faut pouvoir prendre soin de sa santé quand on a déjà une maladie chronique. Donc c'est ma dernière diapositive où, en fait, cette étude en méthode mixte, elle nous a permis de objectiver une différence de participation, de mettre en avant le rôle des professionnels de santé. C'est sur ça que maintenant on voudrait pouvoir agir, de vraiment faire en sorte que tous les professionnels, et notamment les neurologues, s'impliquent dans ce dépistage. Et donc on réfléchit actuellement à des actions pour aller dans ce sens et qu'on co-construit avec les patients. Et en fait, c'est celle-ci la dernière diapositive. Si vous voulez en savoir plus, on a écrit un article en anglais plutôt à destination de la communauté scientifique et puis un article en français pour le grand public. Merci beaucoup. Merci.